là. Et ça, c'est OK. Bon, je vais commencer. Alors, du coup, bonjour, je m'appelle, Mélanie, je travaille à Doctolib en tant que full stack développeur. Du coup, l'idée là, de la présentation, c'est de vous présenter un peu comment je travaille, comment se passe, comment ça marche mon boulot à Doctolib. Je vais pas forcément rentrer dans les détails de tout, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il y a des détails que vous voulez savoir sur certains aspects. Donc, j'avais prévu, pour commencer de parler un petit peu de mon parcours. Globalement, moi, j'ai choisi de faire une école, d'ingénieur en informatique qui s'appelle EPITA, qui est une formation en 5 ans. Attendez, je vais juste quitter. Voilà, parce que j'arrête pas d'avoir des notifications du coup. J'ai fait une formation en 5 ans, juste après le lycée. Il y a pas mal d'informations qui existent pour faire de l'informatique de nos jours. Il y a plusieurs écoles, j'ai pas mal de collègues qui ont fait diverses écoles, l'université. Il y a aussi des formations en plusieurs mois, comme le wagon par exemple, où j'ai également des collègues qui viennent de cette formation. Et du coup, moi, ma formation, par exemple, ça m'a permis d'avoir un bon bagage technique. J'ai fait pas mal d'algorithmie, j'ai fait plein de projets assez pratiques. Et j'ai eu quelques stages en entreprise. Donc, ça m'a permis déjà de me rendre compte que j'aimais effectivement la programmation et de me diriger progressivement vers la spécialité, de savoir ce qui me plaisait vraiment dans l'informatique, parce qu'il y a plusieurs aspects. Et du coup, une fois que j'ai fait cette formation, après 5 ans, j'ai fait donc un stage de fin d'études dans une première entreprise pendant 6 mois. Et après, j'ai commencé, la première entreprise où j'ai décidé de travailler, c'était une petite start-up de 6 personnes, parce que du coup, je voulais commencer dans une entreprise où je pouvais être assez polyvalente. Et donc, vu que c'était un truc tout petit qui était du coup en plein développement, je pouvais vraiment toucher un peu à tout. J'ai eu des formations, par exemple, pour faire une application mobile. J'ai pu faire ce genre de choses dans l'entreprise et vu que c'était tout petit et que moi, à l'époque, j'étais vraiment très timide, très introvertie, ça m'a permis de vraiment démarrer, on va dire petit, quoi. C'était un bon premier taf où j'ai vraiment pu faire plein de trucs et c'était un produit assez sympa parce que c'était une application qui permettait d'avoir un petit réseau social autour du partage d'extraits de vidéos. Et du coup, je suis restée 1 an et demi dans cette entreprise et où je travaillais sur une partie de l'application. Et au bout d'1 an et demi, c'est là où j'ai commencé à me dire: «Bon, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à faire dans cette première entreprise et j'aimerais bien participer à un projet un peu plus conséquent et du coup, davantage apprendre, davantage grandir». Et donc, j'ai décidé de rejoindre Doctolib, qui était une entreprise de taille assez moyenne. À l'époque, il y avait 360 employés, donc c'était déjà assez conséquent, mais ça restait quand même assez humain. Voilà, j'ai fait le passage de 6 personnes, petite start-up, à entreprise un peu moyenne. Et donc, j'ai rejoint l'entreprise en tant que full stack développeur. Auparavant, j'étais vraiment sur une partie de l'application. Et là, en fait, en gros, en tant que full stack développeur, on est censé être capable de concevoir des fonctionnalités de A à Z. Donc, vraiment de coder à la fois la partie back-end que la partie front-end et également voire même être capable de la mettre en production, donc de la mettre en ligne pour les utilisateurs et ensuite de pouvoir suivre un peu le fonctionnement de cette feature. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de bug, etc., etc. Voilà, donc du coup, Doctolib, maintenant c'est assez connu, mais du coup, pour rappel, ce que tout le monde connaît en général, c'est le site de réservation en ligne qui permet de prendre un rendez-vous facilement avec un docteur en ligne. Mais du coup, ce que pas mal de gens savent pas, c'est que la partie visible de l'iceberg. Et derrière Doctolib, c'est pas mal de choses. Ça a énormément grandi. Il y a énormément de choses derrière.
quand je suis arrivée, en fait, déjà, moi, ce que je savais pas du tout, c'est qu'à la base, Doctolib, c'était à la base un agenda qui permet aux praticiens de gérer leur patientèle et leurs rendez-vous. Et du coup, en fait, c'est vraiment les praticiens qui payent un abonnement pour avoir accès à cet agenda. Et derrière, la prise de réservation en ligne, c'est un truc qu'on a en plus que pour leur permettre, par exemple, pour les nouveaux praticiens, ça leur permet de mettre en place très facilement une patientèle, ce genre de choses. Mais vraiment, le cœur de Doctolib à l'origine, c'est cet agenda. Et du coup, à l'époque, il y avait une équipe qui s'occupait de l'agenda, une équipe qui s'occupait potentiellement de connecteurs qu'on avait pour des cabinets qui avaient peut-être des configurations un petit peu plus compliquées ou qui utilisaient déjà leurs propres logiciels de gestion de cabinet. Et il y avait l'équipe que j'ai rejoint qui s'occupait donc du site patient. Donc au final, j'ai quand même fini par me retrouver à travailler sur le produit que des amis à moi, de la famille à moi utilisent, ce qui est assez rigolo, quoi, parce que je peux vraiment faire des features sur ce site que derrière, peut-être mon grand-père va voir et va utiliser. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que j'étais pas du tout censée rejoindre cette équipe-là à l'origine. Et c'est au dernier moment que ça s'est décidé parce qu'on était plusieurs nouveaux. Et il y avait déjà, je crois, 3 ou 4 nouveaux dans l'équipe que j'étais censée rejoindre. Donc, on m'a mis dans cette équipe-là où il y avait 3 personnes assez expérimentées pour m'aider et pour m'onboarder. Et c'était mieux pour moi. Et au final, c'est marrant parce que mon parcours n'aurait pas du tout été le même, je pense, si j'avais rejoint l'autre équipe. Voilà, donc là, ça, j'ai mis cette slide-là parce que je trouve ça assez marrant. J'ai récupéré ces chiffres sur le site, sur un site, sur Doctolib, en fait, sur le site Doctolib. On voit qu'il y a donc 70 millions de visites de patients chaque mois. Donc, bien sûr, quand j'ai rejoint l'entreprise, c'était il y a 3 ans et demi. On n'avait pas autant de trafic, mais c'était déjà assez conséquent. Il y avait bien plus de trafic que sur l'agenda. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui était là, qui était encore assez débutante dans le milieu et pareil, timide, introvertie, voir que tout ce trafic-là, c'était assez impressionnant et ça m'a offert j'ai eu pas mal de challenges par rapport à ça. Donc, c'était hyper intéressant. Et ce que je trouve rigolo aussi, c'est qu'on voit qu'on est aujourd'hui 1600 employés, sachant qu'à la base, on était 360. Donc, à l'origine, je pouvais vraiment traverser le bureau et aller poser une question à un collègue. Et aujourd'hui, c'est pas pareil. La communication, faut que ça soit beaucoup plus structuré qu'avant. Voilà, donc du coup, je vais commencer par parler un peu plus de la manière dont je m'organise au jour le jour. Donc, à Doctolib, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est organisé par feature team. Donc, en gros, c'est des petites équipes qui travaillent sur un produit très précis. Donc, c'est-à-dire que l'équipe, c'est vraiment, on va dire, 3-4 développeurs, un manager, un product manager et voilà, un data analyst, un designer qui sont concentrés sur une feature particulière et dont le but, c'est d'améliorer cette feature. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un exemple un petit peu très, très simple pour vous montrer un peu ce à quoi ça peut ressembler. Donc globalement, par exemple, le premier rôle qu'il peut y avoir dans cette équipe, c'est donc un data analyst qui va lui s'occuper de regarder le comportement des utilisateurs selon certaines données qu'on récupère, par exemple les rendez-vous ou les rendez-vous qui vont être liés potentiellement à des patients, à des docteurs, à des lieux de consultation, etc. Et selon ces données, ils vont potentiellement avoir plusieurs retours à nous faire. Ils vont nous dire, c'est marrant, par exemple, je dis n'importe quoi, mais il y a 5% des patients qui ne vont pas à leur rendez-vous. Et là, on va se dire, OK, peut-être qu'on va essayer de réduire ce chiffre-là. Et une des choses qu'on pourrait faire, par exemple, c'est peut-être améliorer cette vue. Ça, c'est un peu la vue qu'on voit à la fin d'un rendez-vous où c'est peut-être pas très clair pour certaines personnes que en fait, le rendez-vous il est confirmé et le docteur il va nous attendre à 15h45 le lundi 17 février, quoi. Donc du coup, à partir de là, il y a un product manager qui va intervenir
Et le product manager, c'est un peu enfin, son rôle, ça va être vraiment il a un rôle vraiment transverse dans l'équipe où il va communiquer avec les différents rôles pour vraiment concevoir le produit et décider ce qui va se passer au niveau du produit. Donc, il va voir que le data analyst, s'il lui a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'allaient pas à leur rendez-vous, il va se dire, OK, on va peut-être éclaircir cette vue-là et on va rajouter un truc qui va dire votre rendez-vous a été confirmé en groupe pour que le patient il comprenne bien. Donc à partir de là, il va aller voir le designer et il va lui dire bon bah on a besoin voilà d'un truc un peu clair pour que le patient il fasse ça, et le designer il va concevoir un composant à rajouter. Et donc par exemple ça peut ressembler à ça, où on va avoir un grand bandeau vert avec écrit le rendez-vous est confirmé pour que le patient il voit bien. Et à partir de là, c'est quelqu'un comme moi qui va s'occuper de développer la fonctionnalité. Donc de prendre tout ce qui a été conçu et de le mettre sur le site. Et du coup, ce qui est intéressant en tant que développeur full stack à Doctolib, c'est qu'on participe vraiment de bout en bout à la conception du produit. Et donc, on peut à tout moment peut-être parler aux data analysts, aux product managers ou aux designers pour leur dire en fait, c'est une bonne idée, mais on pourrait peut-être plutôt le faire comme ça parce que nous, on a une bonne connaissance du code et on peut peut-être se dire il y a plus simple parce que la manière dont ça a été développé nous permet le bandeau, le rajouter sur d'autres vues ou des choses comme ça. Et du coup, on va avoir un rôle assez important lors des développements de produits. Donc, on va dire que le résultat final, ça va ressembler à ça. Et ensuite, il y a un dernier rôle qui va être le rôle de manager technique, qui est un rôle un peu particulier, qui est celui de s'assurer que l'équipe tourne bien, qu'on est bien toujours dans la boucle quand il y a des projets qui nous concernent, mais aussi de faire en sorte que les développeurs comme moi se sentent bien et puissent grandir. Parce que du coup, même si on est tous dans une équipe, on participe à faire en sorte que le produit évolue, on a tous des objectifs un peu personnels et on a tous des intérêts un peu particuliers dans la boîte sur lesquels on aime grandir. Et du coup, le manager technique, c'est quelqu'un qui va nous aider à grandir, et plus on grandit, plus on va être un atout pour l'entreprise. Du coup, c'est cette équipe-là. Son objectif, par exemple, la première équipe où j'étais, notre objectif, c'était d'augmenter le nombre de rendez-vous en ligne par médecin. Évidemment, cet objectif, en fait, le but, c'est pas d'augmenter le nombre de rendez-vous en cassant tout le reste du site et en ayant un produit pourri pour tout le monde. Donc évidemment, fallait garder derrière une prise de rendez-vous de qualité pour les patients et pour les docteurs. Voilà. Donc du coup, à partir de là, je vais parler un peu de l'organisation que j'avais. Donc comme je l'ai dit, c'était organisé autour de projets qui étaient censés améliorer un point particulier du produit. Et donc mes journées, globalement, elles sont organisées autour de 3 types de tâches, des fonctionnalités, des bugs et d'autres tâches techniques un peu plus particulières qui vont peut-être consister à faire en sorte que le code reste lisible ou ce genre de choses, quoi. Donc par exemple, les fonctionnalités, ça peut être mettre la liste des rendez-vous à venir sur la page d'accueil pour que les patients puissent, quelqu'un comme moi, il voit directement sur la page, OK, j'ai 3 rendez-vous à venir la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les bugs, ça peut être par exemple, ici, on voit qu'il y a des petits points bleus où en légende, on dit OK, la consultation, elle est censée être assurée par un remplaçant. Sauf qu'il n'y a pas le nom du remplaçant. Et donc, mon travail, ça va être aussi de régler ces bugs-là, quoi. Et là, en l'occurrence, je me souviens que il n'y avait pas de remplaçant écrit parce qu'en fait, c'était pas censé. C'était des rendez-vous qui n'étaient pas du tout assurés par un remplaçant. Il y avait un bug quelque part et on n'était pas censé du tout afficher ce point bleu. Il peut aussi y avoir d'autres types de bugs où l'application, à un moment donné, elle peut être ralentie et les utilisateurs peuvent se retrouver bloqués à cause de ça pour une raison ou pour une autre. Et vu qu'on a énormément de trafic sur la plateforme, c'est aussi important parce qu'il suffit qu'il y ait à un moment donné un bug qui ralentisse tout le monde pour qu'on perde énormément de monde. Et non seulement c'est nul pour nous, mais en plus c'est nul pour les utilisateurs parce qu'ils ne peuvent plus prendre de rendez-vous, ils ne peuvent plus gérer
leur santé. Du coup, on traque pas mal ce genre de choses aussi à Doctolib. Et donc, on a pas mal d'outils qui peuvent nous permettre de détecter un peu ce genre de problème. On a des outils, par exemple, qui vont nous donner pas mal d'informations sur des erreurs, par exemple la date d'introduction de cette erreur, mais aussi pas mal de détails qui vont nous pointer l'endroit dans le code où ça peut mal se passer. On a aussi des outils où on peut voir un peu le temps que passent les utilisateurs sur une page en moyenne. Et là, on voit que j'avais pris une capture d'écran à un moment où on avait des gros pics de ralentissement. Et grâce à cet outil, on pouvait voir à peu près où est-ce qu'on prenait le plus de temps et faire en sorte de régler ce problème-là. Et donc, du coup, la plupart du temps, moi, je suis sur mon ordinateur et je règle des fonctionnalités, des bugs ou je clean un peu le code selon les priorités. Bon, alors là, pour la blague, on peut remarquer qu'il y a que des 0 et des 1 sur l'ordinateur de la personne. Voilà, c'est une petite blague qu'on a fait quand on a pris la photo parce qu'il nous fallait une photo qui ne montre pas réellement le code de l'entreprise, mais qui montre quand même qu'un développeur était sur son ordinateur. Voilà. Mais bon, du coup, mes journées, globalement, elles ressemblent à ça. Et potentiellement, je programme aussi pas mal en binôme parce qu'il y a des fois où on a des problèmes un peu complexes à régler. Et du coup, c'est pas impossible que je sois avec un collègue à discuter d'un problème. Ou alors, ça peut être un nouveau à qui il faut introduire rapidement, le plus rapidement possible et le plus facilement. Il faut lui introduire le code, il faut qu'il comprenne bien comment ça fonctionne. Donc, pendant peut-être 2-3 semaines, de temps en temps, on va faire des sessions où on va programmer en binôme, quoi. On relie aussi pas mal notre code à Doctolib. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où moi je fais une fonctionnalité que je considère qu'elle est prête et que on va dire que je la mets à disposition, enfin que je dis c'est bon, quoi. À partir du moment où ma feature est prête, elle peut se retrouver en ligne le soir même, quoi. Donc c'est hyper important qu'on essaye de repérer le plus tôt possible de potentiels bugs. Donc, on utilise des outils pour relire le code de nos collègues. Là, on voit que j'ai un de mes collègues qui m'a fait un commentaire et donc je lui réponds, je fixe mon code. Voilà, on a aussi évidemment énormément de tests qui tournent sur notre plateforme et qui nous aident aussi à automatiser un peu plein de checks qu'on va faire sur différents scénarios sur le site web. Et du coup, à la fin, ça va donner un peu ce genre de choses. On va avoir un peu une vue sur court, moyen terme de ce qui va se passer. Sur le tableau, chaque post-it, en gros, ça va représenter une tâche qu'on va faire. Et en dessous, on peut voir un peu la timeline de ce qui va se passer dans le temps, où on va voir un peu les projets s'enchaîner. Et souvent, ça ne va pas forcément être très fixe. Ça va un petit peu bouger, mais au moins on a un peu ce visuel où on a toutes les tâches qui sont en cours, on a toutes les tâches qui doivent être relues par nos collègues, etc., etc. Et tous les jours, on fait le point, on se dit, OK, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a besoin de gens pour relire des trucs? Est-ce qu'il y a besoin d'aide sur un point particulier, etc., etc. Bon, le truc, c'est qu'en ce moment, on est en pleine pandémie et la plupart du temps, je suis en télétravail chez moi. Donc, en réalité, ça ressemble plutôt à ça. Je suis chez moi avec mon chat et je suis toujours sur Meet avec mes collègues à discuter. On fait toujours de la programmation en binôme. On discute toujours de problèmes qu'on a au jour le jour. Et tous nos outils qui étaient avant peut-être sur des tableaux, comme vous l'avez vu, maintenant, ils sont en ligne. Et bon, voilà, on s'est assez bien adapté à la situation, mais c'était assez rigolo au départ quand il a fallu, voilà, tous les trucs un peu papier qu'on avait, c'est plus possible, quoi, d'utiliser tout ça. Et donc, du coup, maintenant que j'ai parlé de tout ça, alors bon, je vois que ça fait presque 20 minutes que je parle. Je vais passer un petit peu de temps sur ce qui s'est passé après quelques années, parce que du coup, ça fait 3 ans et demi que je suis à Doctolib. Et du coup, au bout de 2 ans et demi, j'avais fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à voir sur ma première équipe et donc j'ai décidé de changer d'équipe. Et du coup, maintenant, je suis sur une équipe qui, plutôt que s'occuper de la préservation en ligne, va s'occuper plutôt de l'espace un peu perso du patient. Donc c'est-à-dire, en l'occurrence, en ce moment, c'est tout ce qui est partage de documents entre le patient et le docteur.
Donc déjà mettre à disposition cette fonctionnalité au plus de personnes possible, faire en sorte que ce soit sécurisé, faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde, que le docteur retrouve bien les documents au bon endroit de son côté, etc., etc. Donc du coup, c'était hyper intéressant. Je bosse sur un autre aspect de l'application et j'ai d'autres challenges complètement différents de ce que j'avais avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai rejoint cette équipe-là, j'ai rejoint avec deux profils de collègues qui étaient très différents de moi, et qui avaient d'autres aspirations que moi dans la boîte. Et en ce moment, je pense pas mal au fait qu'il y a pas mal de collègues qui sont en train de passer manager ou qui commencent à avoir des rôles plus transverses. Et du coup, moi aussi, au fil des mois, des années, j'évolue dans l'entreprise. Et du coup, les exemples de trucs que j'ai pu faire, c'est par exemple, maintenant qu'on est 1600 et qu'à la base on était 15 développeurs, maintenant on est, je crois, une centaine. Du coup, il faut plus communiquer et du coup, je commence de plus en plus à avoir un rôle dans mon domaine, c'est-à-dire tout le site patient où je communique avec les autres, j'explique ce que je fais au jour le jour. Vu que j'ai une connaissance assez variée sur le site patient, je peux accueillir les nouveaux en leur faisant part de mon expérience pour qu'ils grandissent plus vite et mieux. Et du coup, je participe de plus en plus à des projets qui englobent tout le site patient, grâce au fait que ça fait 3 ans et demi que je suis là, et du coup, je sais où sont les points qui nous font un petit peu mal au jour le jour en termes de développement et où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et du coup, j'ai dit au début que j'étais à la base quelqu'un d'assez introverti et timide, mais le fait de participer à un produit comme ça où il y a énormément de trafic et où en plus on a un peu une explosion, où on a énormément de collègues qui nous rejoignent tous les mois, ça m'a permis d'énormément, même si je reste timide, introvertie, bon là ça se voit pas trop, mais bon voilà, ça me permet au jour le jour d'avoir de plus en plus d'expérience où je peux faire de la gestion de projet, je peux mener des projets. Et par exemple, j'ai participé à plusieurs projets de gros, assez techniques, où au départ, j'étais juste censée participer, et je me suis retrouvée à vraiment mener le projet à bien pendant plusieurs mois. Et du coup, à part ça, j'ai aussi quelques quêtes secondaires un petit peu rigolotes où de temps en temps, bon, assez rarement, mais j'ai déjà posté des articles de blog pour expliquer certains challenges que j'ai eus. Et j'illustre aussi la newsletter avec une collègue designeuse. Bon, là, c'est pas moi qui fais le dessin, hein, c'est ma collègue, mais je le trouve rigolo parce que c'est un peu comme ça qu'on se retrouve tous les mois quand on n'a pas d'idée. Du coup, voilà, c'était aussi pour donner un petit exemple de trucs qui n'est pas forcément au centre de mon métier, mais que je peux me retrouver à faire au sein de l'entreprise et qui sont même encouragés. Voilà, donc globalement, là, je suis à la fin de ma présentation. C'était juste pour faire cette slide, c'est juste pour faire un bilan un peu de où j'en suis aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je suis sur vraiment l'espace santé des patients. Je participe pas mal à l'onboarding des nouveaux, pas seulement à juste onboarder un nouveau, mais à réfléchir comment globalement dans l'entreprise, quand un nouveau arrive, faire en sorte qu'il puisse être efficace le plus rapidement possible. Et ça peut passer par de la mise en place d'outils pour les aider. J'aime beaucoup mentorer les nouveaux, ça j'en ai déjà un petit peu parlé. Et aussi, j'ai en effet un rôle de plus en plus transversal sur des tâches assez techniques qu'il peut y avoir au sein de mon domaine, où on a du code qui est là depuis peut-être 5 ans, dont personne n'a touché et où très peu de personnes a du knowledge, qu'il faut potentiellement retravailler, etc. Et du coup, voilà, globalement, je pense que j'arrive au bout de ma présentation. Et voilà, donc si jamais vous avez des questions, qu'il y a un aspect dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas. Super, Mélanie, c'était vraiment très très complet. En fait, il y a quelques questions dans le chat, donc n'hésite pas à les répondre. Moi, Okay. j'avais juste 2 questions, juste pour préciser, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien peut-être se lancer dans ce métier, qui aimeraient bien en savoir un peu plus.
En fait, le métier de full stack développeur, c'est un métier qu'on entend de plus en plus. Tu pourrais juste préciser par rapport au back-end et au front-end qu'on voit aussi, enfin, quelle est la Mm. différence? Ok, ouais, en gros, bah, le full stack développeur, ça va englober tout ce qui est front-end et back-end. En gros, moi, je fais vraiment les deux. Et ça peut aussi, ça peut aussi englober le côté infrastructure, donc tout le côté mise en prod. C'est quelque chose que j'ai pas forcément besoin de beaucoup faire à Doctolib, mais qui peut faire partie de mon travail. Je sais pas si c'est très très clair comme explication. Mais du coup, c'est ce que en fait, en général, j'essaie de l'expliquer en me disant, bah, peut-être qu'un un développeur back-end, il va intervenir que sur la partie vraiment back. Oui, Moi, je peux intervenir du début de la conception de la feature jusqu'à la fin lorsqu'elle est mise en ligne, quoi. Donc, c'est vraiment full sur toute la stack, quoi. ouais. Et back, c'est plutôt ce qui se passe derrière une application ou un site. Et front, c'est plutôt, enfin, vraiment ce qu'on voit, enfin, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais, en général, le back, c'est plein de, enfin, un peu, je sais pas comment dire, ce qui se passe en arrière-plan avec tous les algorithmes, un peu la logique de l'application. Et comme tu as dit, le front, c'est ce qu'on voit, vraiment ce qu'on voit sur la page, quoi. d'accord. Euh, Ok, et juste dernière question avant qu'on passe à la prochaine intervention. Tu as suivi une formation, enfin, une école d'ingénieur, donc tu es allé chez Epita. Est-ce qu'il faut avoir suivi forcément une formation d'ingénieur ou il y a d'autres formations que tu pouvais peut-être recommander pour les personnes qui aimeraient bien se lancer? Bah non, c'est pas obligé de faire une école d'ingénieur comme moi. Moi, j'ai énormément apprécié ma formation, mais si vous voulez vous lancer dans le développement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations qui sont proposées. Pour le coup, je n'ai pas une grosse connaissance dans ces formations, mais je sais il y a le wagon dont on entend pas mal parler. Je crois qu'il y a Ada Oui, School aussi, dont j'ai un peu entendu parler parce que j'ai des collègues qui sont allés faire des présentations là-bas. oui, Mais c'est des choses qui se développent de plus en plus. On n'a pas besoin de faire 5 ans d'études pour faire du développement. C'est quelque chose qui peut s'apprendre assez facilement avec un peu d'outils et du temps devant soi, quoi. d'accord. Ok, bah super, merci pour ton intervention. Il y a quelques questions de personnes, peut-être tu pourras les répondre. Oui. Donc merci beaucoup et je passe maintenant la parole à Cécile qui va nous parler de Customer Success et qui est chez Microsoft. Cécile. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez bien mon PC. Oui, Euh, très bien. oui, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer a priori. On recommence. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais restez avec moi et je vais y arriver. Donc, je m'appelle Cécile Schuster, je travaille chez Microsoft depuis 2 ans maintenant et j'ai cette chance de travailler dans une entité qui s'appelle Customer Success. C'est un nouveau métier qui émerge chez les éditeurs de logiciels et donc mon ambition pour cette présentation, c'est qu'à l'issue de celle-ci, vous vous disiez que, le Customer Success, c'est un métier qui est intéressant et surtout que c'est un métier intéressant qui peut accueillir des femmes voilà, qui ont envie de travailler dans l'IT. Donc voilà, bienvenue à elle. Je vais tenter de repartager mon écran. Normalement, je devrais y arriver. Il n'y a quand même pas de raison. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien le logo Microsoft Customer Success? Oui. Super. Je vais peut-être commencer par la mission de Microsoft. La mission de Microsoft qui a été définie par Satya Nadella est celle que vous voyez sous vos yeux. Donc, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que chaque personne et chaque organisation sur la planète, on s'arrête là, puisse avoir les moyens d'atteindre ses ambitions. Et c'est quelque chose qui est très fort chez nous, c'est marqué sur tous nos badges. C'est important d'avoir cette mission et de pouvoir y répondre. Toute notre stratégie est orientée autour de ça. Pour vous donner une idée, quand Bill Gates a créé Microsoft, son ambition, sa mission et celle qu'il avait annoncée à tous les collaborateurs de Microsoft, c'était de faire en sorte qu'il y ait un PC sur le bureau ou dans les domiciles de chacune des personnes de nouveau sur la planète. Bon, je pense que ça, c'est fait. Donc, vous voyez, quand on définit une mission, on a vraiment envie de faire en sorte qu'elle soit... Ah, vous ne voyez pas mon écran.
Emmanuel ne voit pas mon écran. Est-ce que d'autres ne le voient pas? Si, on le voit. Si? Bon, alors je continue. Super. Donc voilà, ça c'est notre mission. Ce qui est aussi important pour les collaborateurs de Microsoft, pour Microsoft, c'est que cette mission, on la réalise dans un environnement qui soit le plus inclusif possible. On a vraiment la croyance que chaque collaborateur, quelle que soit sa situation, est une force pour l'entreprise. Et donc, on va aussi parler d'inclusion, donc de faire en sorte de travailler avec des personnes qui sont en situation de handicap, où quelques personnes, enfin, quel que soit le profil de la personne dans le monde, on fait en sorte que, de nouveau, chaque personne soit représentée au sein de Microsoft. Et voilà pourquoi notre mission diversité et inclusion est importante pour nous. Elle se décline en 5 piliers chez nous qui font l'objet d'initiatives diverses. On va retrouver dans ces piliers le pilier origine, donc la diversité d'origine, la diversité de génération aussi. De nouveau, on parlait de handicap, donc de faire en sorte de travailler avec des personnes, quelle que soit leur situation, y compris de handicap. Et on va retrouver un pilier genre, donc il est important pour nous de travailler avec un équilibre de genre. L'IT est un métier qui, par sa construction, par son origine, est un métier qui est très masculin, et on fait en sorte de féminiser tant que possible nos populations. Donc voilà, quelque chose qui est vraiment important pour nous. Alors comment est-ce qu'on réussit à féminiser ces populations et comment est-ce qu'on réussit à féminiser ces populations au sein de ce métier formidable que Customer Success? Alors peut-être expliquer ce que fait le Customer Success. Notre mission en tant que Customer Success, c'est de faire en sorte que les solutions qui ont été achetées par nos clients soient réellement utilisés et que par ce biais-là, ils puissent digitaliser leur processus métier, atteindre leurs propres objectifs business. Voilà notre mission, s'assurer que nos solutions soient utilisées pour le plein potentiel, pour les objectifs que nos clients se sont fixés quand ils ont acquis les solutions logicielles. Donc on vient vraiment après la vente. On travaille sur l'adoption des solutions cloud de Microsoft. Donc, la première que vous pouvez connaître, c'est la suite Office 365. Teams qu'on utilise aujourd'hui est une de ces solutions-là. Mais on a aussi notre plateforme Azure. Vous connaissez peut-être Amazon, Google. Voilà, ce sont les plateformes sur lesquelles se basent les calculs de nos clients, le développement d'applications. Et enfin, la troisième offre que nous poussons auprès de nos clients et sur lesquels on travaille avec eux s'appelle Dynamics. Donc, c'est l'ERP, le CRM de Microsoft. Alors, l'écran est blanc, oui, c'est normal parce que voilà les quatre métiers qui existent au sein de Customer Success. C'est celle-ci. Alors, j'ai utilisé une banque d'images qui s'appelle Unsplash. Je vous invite tous à l'utiliser. Et donc, j'ai tapé femme dans l'IT et voilà, je me suis retrouvée, ou femme ingénieure, et je me suis retrouvée avec ces photos-là. Donc, voilà, les 4 métiers que l'on a chez nous. C'est des noms toujours très barbares, hein, mais derrière, il y a une réalité que j'ai évoquée avec vous. On a des Customer Account Managers, Customer Success Account Managers, des Customer Success Managers. Donc là, la notion, elle est assez, la différence est assez fine. Des Customer Success Architects et des Customer Engineers. Alors, je vais revenir sur ce que ces 4 profils veulent dire. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'il y a des femmes représentées dans chacune de ces 4 populations, y compris pour des métiers qui sont extrêmement techniques, et c'est le cas des Customer Success Architects ou des Customer Engineers, qui sont essentiellement des ingénieurs de formation. Mais voilà, de nouveau, n'hésitez pas à me poser des questions. L'idée, c'est de se dire de nouveau qu'il y a des femmes dans ces métiers qui sont très IT. Le premier métier qui vient quand on rejoint Microsoft et quand on parle de Customer Success, c'est celui de Customer Success Account Manager. Donc, tout est dans le titre. Vous êtes Account Manager, vous êtes responsable d'un compte pour Microsoft et votre métier, votre mission, c'est de faire en sorte de coordonner l'ensemble des actions après-vente auprès de ce client. Ça peut être des missions de support technique. Comment est-ce que je fais pour accompagner mon client quand il a des problématiques techniques, des problématiques de déploiement? Mais c'est aussi quelqu'un qui doit coordonner l'ensemble des actions après-vente
Est-ce que les 4 profils Customer Success sont propres à Microsoft? Non. En fait, ces métiers-là existent de plus en plus chez les éditeurs de logiciels. C'est un métier Customer Success qui a émergé il y a à peu près 5 ans, notamment dans des startups qui sont nées dans le cloud. Et au fur et à mesure, des grandes entreprises, Google, Microsoft, Amazon, ces grands noms-là, le GAFAM, se sont emparés de ce métier et les ont créés. Après, ce qui est spécifique à Microsoft, c'est cette structure et potentiellement les noms de chacun de ces rôles. Mais voilà, le contenu de la mission, celle que je veux vous décrire, sont vraiment ceux qu'on va retrouver ailleurs. Et donc, ce rôle de Customer Success Account Manager, c'est vraiment celui ou celle qui vient coordonner l'ensemble des actions après-vente avec le client et qui fait intervenir l'ensemble des experts techniques sur chacune des solutions Azure, Office 365 qui sont les nôtres. Pour devenir ce Customer Success Account Manager, il n'y a pas forcément de formation très précise. On a des gens qui viennent de la technique, qui sont des anciens ingénieurs, qui sont montés en compétence sur un rôle de coordination. On a aussi des rôles de personnes qui travaillaient dans l'avant-vente ou dans le conseil, qui vont pouvoir nous rejoindre sur ces missions-là. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a à peu près un quart de ces personnes qui sont des femmes et on cherche à faire en sorte que ça devienne de plus en plus, que cette proportion devienne de plus en plus importante. Le deuxième métier qui existe, c'est un métier alors de Customer Success Manager. Vous voyez, on met la sauce Customer Success un peu à toutes les sauces, mais finalement, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? On retrouve des gens qui viennent essentiellement de rôles de conseil et qui vont travailler avec nos clients sur l'adoption des solutions au sens large, plus largement dans l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'une solution est adoptée chez nos clients? Eh bien, on va travailler avec le sponsor d'un projet de déploiement. On va travailler avec le plan de communication. Quand vous allez déployer, par exemple, Office 365 chez AXA, BNP, L'Oréal, eh bien, on va faire en sorte de travailler avec le directeur de la RH pour expliquer en quoi on va changer les méthodes de travail, comment travailler de façon plus collaborative. On va travailler avec le responsable communication sur justement le communication massif au sein de l'entreprise, sur pourquoi un nouvel outil, pourquoi est-ce qu'on se saisit d'un nouvel outil chez L'Oréal, par exemple. Donc, pour faire ce métier-là, de nouveau, il n'y a pas forcément d'études, on va dire, classiques. On peut venir de cabinets de conseil, on peut venir de l'engineering, par exemple. On peut venir du marketing. En revanche, ce qu'on va chercher, c'est plutôt une capacité à engager des décideurs métiers chez nos clients. Donc, une capacité d'écoute, une capacité de reformulation, une capacité à comprendre la stratégie d'une entreprise et à faire en sorte que nos solutions soient alignées avec la stratégie d'entreprise de nos clients. Donc, on va chercher plutôt des gens qui peuvent être assez seniors dans cette capacité d'engager des execs chez nos clients. Après, on a aussi des personnes qui sont juniors et qu'on fait monter en compétences. Et d'ailleurs, on a un programme chez Microsoft qui vise à intégrer des jeunes issus de l'école et à les faire monter en compétences sur des métiers comme cela. Le troisième métier, donc là, on est dans un équilibre vraiment 50-50 entre les hommes et les femmes. C'est un métier qui est qui peut être assez féminin. Et d'ailleurs, Microsoft a signé une charte qui s'appelle « Jamais sans elle », une charte qui vise à ce qu'aucun meeting ne soit fait s'il n'y a que des hommes. Donc, par exemple, moi, j'ai signé cette charte, et si je vois qu'il y a un meeting dans lequel il n'y a que des hommes, enfin bon, moi, je suis une femme, mais les collègues hommes qui ont signé cette charte doivent refuser normalement d'avoir ces meetings s'il n'y a pas de femmes dans le meeting. Quand on est Customer Success Manager, on pourrait signer une charte jamais sans lui. Parfois, je n'ai que des meetings avec que des femmes, vous voyez. Et donc, c'est aussi un problème parce qu'on cherche à être inclusif des deux côtés. Voilà. Alors, troisième métier qui existe chez nous, c'est celui de Customer Success Architect. Donc là, on parle concrètement
de développeurs, de data scientists, de personnes qui sont capables de traiter la donnée et de la transformer en valeur métier pour nos clients. Donc des développeurs d'applications aussi, par exemple, ou des architectes, des gens qui sont capables d'expliquer une plateforme technique. Donc là, ça parlerait peut-être plus à Mélanie, que je remercie d'ailleurs parce que je suis une grosse utilisatrice de Doctolib pour soigner mon hypocondrie. Donc merci Mélanie. Mais voilà, donc on parle vraiment de profils très techniques qui sortent d'écoles d'ingénieurs. Là, nous, on a un problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de femmes dans ces métiers-là. Et ça va être le cas aussi sur les rôles de Customer Engineer, qui eux interviennent au titre du support technique chez nos clients, qui les conseillent quand ils rencontrent des problèmes techniques, qui peuvent être des crises de sécurité, par exemple, chez nos clients. Et donc là, de nouveau, on a des gens qui sont très techniques. Profil très masculin dans mon équipe, j'ai 70 personnes sous responsabilité. Sur ce profil-là, j'ai peut-être 3 femmes, vous voyez. Donc ça, c'est un vrai problème et on tente d'intéresser les étudiantes à rejoindre des profils, enfin des cursus qui sont des cursus techniques. Et en fait, pour infléchir cette tendance d'avoir trop d'hommes, on va vraiment, nous, tenter d'influencer de nouveau celles qui sortent des écoles. Donc oui, concept de jamais sans elle. Donc vous voyez les 4 profils qui sont chez nous, ce sont des profils qui sont effectivement historiquement des profils qui sont masculins et il n'y a pas, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement accessibles aux femmes. Et d'ailleurs, celle qui est la plus senior en Customer Engineer, celle qui traite les crises de sécu, celle qu'on envoie chez nos clients quand il y a des brèches de sécurité chez eux, c'est une femme. Et donc, ce qu'on note, c'est vraiment cette capacité à apporter un autre point de vue. Et c'est pour ça qu'on cherche vraiment à travailler sur la diversité chez Microsoft. C'est tout simple, tout est dans le titre. C'est la richesse de point de vue, la richesse qu'une femme et un homme apportent à une réunion quand ils sont ensemble. Et c'est cette richesse-là dont on cherche à vraiment... qu'on cherche à rendre réel, un concept réel chez nous. Est-ce que je peux répondre à vos questions? Parce que j'ai fini ma longue diatribe verbale, donc peut-être reprendre des questions. Mélanie qui intervient et qui dit « Pour ta question, j'avoue que je ne sais pas trop. Depuis que je suis dans l'informatique, je n'arrête pas d'entendre qu'au contraire, on avait besoin davantage de monde dans ce secteur. » Oui. Est-ce qu'on a trop de juniors? Non, effectivement, ça n'est pas un problème. Ce que l'on cherche à faire, c'est infléchir cette tendance homme-femme par le biais des juniors qui nous rejoignent sur le marché du travail et de faire en sorte que toutes ces croyances limitantes qu'on a pu entendre depuis qu'on a commencé notre carrière, et je pourrais vous raconter des anecdotes, que tout ça soit derrière nous. Effectivement, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'informatique, 20 ans que j'entends des propos qui sont parfois désobligeants quand on est une femme, mais ça n'est pas... il faut se battre et se dire que tout ça, c'est... On est les acteurs de cette transformation. On est les actrices de cette transformation. Voilà. Des questions, des commentaires, des suggestions? Moi, je vois quelques questions passer. Donc, le niveau d'études, c'était une question posée. Et après, une autre question, c'était les critères de recrutement, mais c'était plutôt en général. Hein, mais peut-être pour le Customer Success, quels sont les critères? Oui, c'est très intéressant. Donc, le niveau d'études, on accueille au sein de Microsoft des personnes qui sont soit très seniors, des personnes qui ont 20-25 ans d'expérience en conseil ou en engineering, peu importe, et jusqu'à des profils très juniors qui sortent de l'école. Et puis après, charge à nous de faire évoluer ces talents. Et c'est bien ce que l'on cherche aussi. J'ai évoqué avec vous cette volonté de Microsoft de travailler dans un environnement divers. Il y a effectivement la diversité de genre, mais il y a aussi la diversité de génération. Et donc, on cherche à s'enrichir justement de cette diversité-là.
Et si on change de métier à 50 ans sans background technique, c'est possible hein, sur des métiers de Customer Success Manager, par exemple. Ce sont des métiers qui sont accessibles à des personnes qui ne sont pas du tout techniques et qui ont quand même une appétence, qui ne sont pas rebutées quand même par des discussions techniques avec leurs clients, qui savent s'entourer aussi de profils qui sont plus techniques pour les amener en clientèle. Donc, effectivement, c'est accessible en reconversion. Sur ce rôle de Customer Success Manager, quand on va parler d'adoption avec les clients, on va vraiment parler de plans d'adoption massifs. On va travailler avec eux sur leur processus métier. Donc, à partir du moment où on est capable de comprendre la stratégie d'une entreprise, l'articuler, ça devient des métiers qui sont accessibles à des profils non techniques. Après, ce qui est du processus de recrutement, on est très vigilant chez Microsoft à faire en sorte que nos cycles de recrutement soient le plus inclusifs possible. Donc, quand on dit jamais sans elle, c'est jamais sans elle aussi dans les cursus de recrutement. Si on n'a que des hommes dans notre pipe de candidats, enfin dans nos candidats, c'est un problème. Donc, on va faire en sorte que nos chasseurs aillent chasser aussi des femmes. Donc, ça veut dire qu'on va être très vigilant à faire non pas du recrutement parce que ce sont des femmes, mais à faire en sorte qu'il y ait des femmes dans nos processus de recrutement. Alors, versus account manager. OK. Un Customer Success Manager intervient après la vente, là où un account manager va intervenir avant la vente. En revanche, ça reste un binôme très fort. Un sales, un commercial ne peut pas se frotter les mains, enfin se laver les mains, pardon, de ce qui se passe après la vente. En revanche, la responsabilité vient sur le Customer Success Manager qui doit intervenir après la vente et faire en sorte que tout soit déployé et bien utilisé. Développeur web, est-ce que développeur web, je peux avoir une chance de postuler? Contactez-moi, Fatima. On va regarder, je laisserai mes coordonnées, voilà, vous les avez dans l'invite. Je vous la mets là d'ailleurs. On est toujours en chasse de mon profil. Et voilà. D'autres questions? Sinon, je vous laisse avec la personne qui va me succéder et je voulais vous remercier de m'avoir donné la chance de partager mon métier avec vous. Ok, enfin, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Cécile reste avec nous, donc elle pourra répondre aussi directement par écrit dans le chat. Cécile, je te remercie beaucoup d'avoir précisé les différents rôles. Le métier que je vois souvent, c'est Customer Success Manager et c'est intéressant de savoir quel type de métier existe chez Microsoft. Donc, merci beaucoup pour ça. Et oui, je vais passer la parole maintenant à Camille Percave de chez Talentsoft, qui est Head of Product. Donc, on va parler produits. Camille, oui, tu es avec nous. Bonjour. Ok, ben, c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai pas fait de PowerPoint. Je suis juste venue, moi. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Je vais vous parler. Cécile, est-ce que tu pourrais arrêter le partage? Attends, je vais essayer de te mettre en full, en plein écran pour que tout le monde puisse te voir. Alors, comment ça marche? Ok, je vais m'en occuper. Ok, je peux démarrer en attendant, c'est pas bien. Bien sûr, oui. En fait, il faut que tout le monde coupe sa caméra pour qu'on puisse voir Camille en grand. Ou sinon, vous pouvez l'épingler aussi. Vous cliquez à droite sur l'image de Camille et vous tapez sur épingler. Voilà, ça c'était le Merci, Cécile. C'est parfait, merci. Tac, parfait. Merci beaucoup. Heureusement, on a quelqu'un de Microsoft. Alors, moi, je suis là pour vous parler effectivement de mon métier aujourd'hui. Je suis Head of Product chez Talentsoft. Alors, tout d'abord, je vais juste expliquer Talentsoft, ce que nous faisons. Talentsoft, on est un éditeur de logiciels informatiques à destination des ressources humaines. Notre vocation, c'est de changer et d'accompagner l'expérience utilisateur des talents pour qu'ils se réalisent dans leur potentiel en entier.
Donc voilà, mais concrètement, en fait, on est un éditeur, ce qu'on appelle de gestion des talents et plus communément SIRH, Système d'information pour les ressources humaines. Donc on couvre les métiers ressources humaines de l'entrée du collaborateur, donc même de toute la partie chasse, recrutement, jusqu'à pratiquement l'entrée et la sortie du collaborateur en entreprise, pour faire très simple. Donc voilà, donc moi mon métier aujourd'hui c'est Head of Product. Je vais vous expliquer en fait comment je suis arrivée là, ce qu'est mon quotidien également aujourd'hui et les conseils en tout cas mes apprentissages, les leçons moi que j'ai apprises depuis que je travaille. Donc voilà. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup fait de choses différentes, c'est-à-dire j'ai passé un bac scientifique et à la fin de l'année du bac, moi j'étais passionnée de danse et donc je voyais tous mes copains qui partaient faire médecine, des études scientifiques, mais moi c'était pas trop mon envie, je savais pas trop quoi faire, mais j'aimais voyager et du coup j'ai décidé d'aller à l'université pour faire un parcours de langue étrangère appliquée, LEA, donc en anglais et en espagnol. Donc j'ai fait un bac plus 2 et à la suite de quoi j'ai décidé de rentrer en école de commerce parce que l'université c'était top, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'apprentissage, mais un peu loin en tout cas du monde des entreprises à l'époque et du coup voilà, j'avais envie de me rapprocher de quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus opérationnel, donc j'ai passé des concours pour entrer en école de commerce et j'ai intégré à l'époque celle qui s'appelait Euromed Marseille, qui s'appelle maintenant Kedge parce qu'il y a eu plein de fusions d'écoles de commerce. Donc voilà, j'ai fait 3 années là-bas pour obtenir un master. J'ai un parcours assez commun, on va dire, parce que j'ai pas choisi de me spécialiser en école de commerce. C'était possible, il y avait des étudiants qui savaient déjà dès le début ce qu'ils souhaitaient faire, de la finance, du marketing, etc. D'autant plus qu'on avait des super programmes d'accompagnement en développement personnel qui nous aidaient vraiment à réfléchir sur le parcours qu'on souhaitait avoir, se projeter au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Et moi, j'ai tout le temps changé de souhait de parcours. J'ai voulu faire commercial, j'ai voulu faire marketing, j'ai voulu faire plein de choses, mais j'ai beaucoup changé. Et au moment en fait de trouver mon stage de fin d'études, je me suis retrouvée un peu bloquée parce que je me suis dit, mais mince, en fait, qu'est-ce que je veux réellement faire? Et donc j'étais bloquée parce qu'en fait, moi, j'avais un profil où je m'intéressais à tout, mais j'arrivais pas vraiment à choisir vers quoi je voulais aller. Et la seule chose qui me faisait envie, au même titre que finalement les langues étrangères appliquées, c'était de travailler dans un environnement à l'international, de travailler en anglais, mais d'un point de vue métier, finalement, j'étais plus attirée par la finance et le seul aspect qui m'intéressait vraiment, c'était l'humain en tant que tel. Et du coup, j'ai choisi de trouver un poste, en tout cas, en lien avec les ressources humaines. Donc, j'ai trouvé un stage, en fait, chez Société Générale. J'ai aidé pour déployer un programme SIRH sur une business unit qui était à l'international. Donc mon boulot, c'était tous les jours par WebEx de contacter des entités, d'expliquer un projet. C'était de reporting RH. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans la partie déjà RH et un peu SIRH, parce qu'on était accompagné d'un outil. Donc Société Générale, pour laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans. Voilà, j'ai eu la chance pour eux d'aller travailler à l'étranger, de faire un VIE à Prague, aussi dans un service de ressources humaines. Et donc, du coup, voilà, au bout de 3 ans, expérience de stage, CDD puis VIE, il n'y avait pas de possibilité d'avoir un CDI. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et donc là, moi, j'aimais toujours le domaine dans lequel j'étais, qui était vraiment les outils SIRH. Et je me suis dit, je vais aller dans le conseil. Parce qu'à l'époque, je travaillais avec des consultants aussi, qui venaient nous aider pour déployer des produits. Et donc, je me suis dit, je me vois complètement faire leur travail. Je pense que je serais capable de le faire. Donc j'ai candidaté et j'ai été prise. Donc, j'ai fait 2 années de conseil qui m'ont beaucoup appris. Et à la suite, pareil, au bout de 2 ans, je me suis dit, je suis bien, mais je suis pas non plus épanouie parce qu'en fait, je me sens limitée par la mission que j'ai. C'est-à-dire que, voilà, quand on est dans le conseil, la mission, elle démarre à un moment et elle s'arrête. Il y a un cadre. Et moi, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin sur certains projets. Mais bon, voilà, quand on n'a pas la mission qui nous est donnée, on peut pas forcément le faire. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller chez un client et donc de rejoindre une entreprise. J'ai rejoint du coup Sodexo, toujours dans un service RH, en tant qu'experte SIRH, pour les aider à déployer ou à améliorer en tout cas un produit qu'ils avaient groupe auprès de toutes leurs filiales. Et donc voilà, j'y suis restée également 2 ans et demi.
Et pareil, au bout de 2 ans et demi, je me suis reposé la question. Je me suis dit, j'aime beaucoup mon métier, mais je ne suis pas non plus dans l'environnement qui me convient le mieux. En tout cas, je ne me sentais pas non plus épanouie, on va dire, avec toute l'énergie que je pouvais avoir dans mon métier. Et je me suis dit, il faut que c'est pas là que je dois être, en fait, je dois être ailleurs. Et donc, à l'époque, ça me disait pas forcément où je devais aller, mais je savais que c'était pas là. Et bon, bref, du coup, en naviguant un jour sur un site d'emploi, je suis tombée sur une offre de Talentsoft, éditeur, pour être honnête, que je ne connaissais pas. Éditeur SIRH, moi je connaissais très bien un de leurs concurrents, mais je ne connaissais pas Talentsoft. Et j'ai candidaté sur un poste de business analyst. Donc, business analyst, qui est la première entrée au niveau du produit. Et après, j'ai gravi les échelons. Donc, je vais vous expliquer comment. Donc, je suis arrivée sur un poste de business analyst. Le poste de business analyst, c'est quelqu'un qui fait de l'analyse sur les besoins de nos clients pour pouvoir les exprimer d'un point de vue métier. Et ensuite, travailler avec une équipe produit pour pouvoir voir, en fonction du besoin, que peut-on faire. Mais voilà, il y a après toute une équipe produit qui travaille derrière, avec un product manager, des développeurs, un designer, un QA, selon l'organisation, un scrum master, qui vont eux réfléchir et qui vont produire ensuite derrière des améliorations pour répondre à un besoin. Donc voilà, je suis arrivée comme ça chez Talentsoft en tant que business analyst au produit. Donc, je suis restée 7 mois business analyst sur un produit. Ça a été une période très épanouissante parce qu'en fait, j'ai découvert tout le cycle de production en interne, mais sans être responsable parce que quand on est business analyst, on n'est pas product manager. C'est-à-dire que nous, on donne tous nos insights, on donne tout ce qu'on a analysé, mais ce n'est pas nous qui portons la décision pour autant des choix qui sont faits d'un point de vue produit. Donc ça m'a permis quand même de me rôder et de comprendre cet environnement. Après, au bout de 7 mois, il y a eu une ligne produit qui était en suspens depuis quelques temps, qui a été réouverte. Et on m'a dit, voilà, Camille, on la réouvre et on aimerait que ce soit toi qui devienne product owner sur cette ligne. Donc, j'ai dit, OK. Donc, ça a été la première mobilité que j'ai faite en interne. Donc, j'ai changé de produit. J'étais sur un produit learning. Je suis passée sur un produit talent review, donc gestion des talents, en tant que product owner. Donc, j'ai intégré une squad avec quelques développeurs et un QA qui m'ont aidé. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Donc voilà, le métier de product owner, en gros, c'est un métier très varié, très riche, parce que c'est de comprendre finalement les pains, en fait, ce qui ne va pas dans son produit. C'est d'étudier ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. C'est d'étudier aussi avec les équipes comment on peut le faire. Et une fois qu'on a décidé, finalement, on a bien analysé quel était notre problème. On a des idées sur comment on peut le résoudre, comment on peut apporter de la valeur à ce problème. Après, il y a la phase de réalisation. Donc là, c'est la phase de production avec les développeurs, les tests, etc., jusqu'à la mise en production. Donc j'ai vu des questions sur la mise en production, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça sorte chez le client. Et ensuite, c'est pas terminé, parce que notre boulot, c'est aussi de recevoir du feedback, de comprendre que finalement, ce qu'on a fait, ça a marché, est-ce que c'était utile, et ainsi de suite, de toujours finalement re-questionner quels sont les pains sur notre produit et comment on peut l'améliorer. Donc voilà, product owner, talent review du coup pendant 1 an et demi. Après, j'ai fait une autre mobilité sur un autre produit. Donc je suis restée product owner et pendant une autre année et demie, je suis allée pour un autre produit qui s'appelle le Hub chez nous, le Core HR, aider une équipe. Et donc pareil, ça a été une mobilité qui m'a beaucoup appris parce qu'en fait, pour le coup, autant que la première fois de business analyst à product owner, mon changement, ça a été de prendre la responsabilité des orientations produits qu'on me donnait. Donc, il y a un poids lourd quand même sur les épaules du product owner et du product manager parce qu'en fait, il n'y a pas de décision facile. Il n'y a que des décisions où il faut les prendre de manière éclairée, il faut savoir les justifier. Et selon les acteurs qu'on a autour de nous, certains vont comprendre certaines décisions, mais d'autres seront peut-être frustrés. Et il n'y a pas de décision facile parce qu'il n'y a pas de solution facile dans le produit. Il faut choisir une orientation parfois et ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais il faut avancer, itérer, voir et réessayer. Et donc là, j'ai gardé le même rôle, product owner, mais après, j'ai changé de produit. Je suis passée sur un produit qui était un peu plus complexe. Et donc, je suis passée par une phase j'ai dû désapprendre ce que je savais pratiquement, alors que j'étais quand même dans ma zone de confort, pour réapprendre alors que je faisais le même métier, tout sur le produit. Donc, j'étais quand même au sein de la même boîte, mais le produit n'était pas le même, on n'avait pas le même niveau de maturité. J'étais sur un produit qui était très mature, Talent Review, qui était là déjà depuis beaucoup d'années.
Core HR, ça faisait 2 ans, mais il n'était pas encore sorti auprès de tous les clients. Puis petit à petit, il y a de plus en plus de clients qui achetaient ce produit, qui nous faisaient des retours. Donc, il fallait être très, très, très réactif. Donc, bon, voilà. Du coup, j'ai appris comme ça pendant encore 1 an et demi le métier de product owner, en tout cas product manager, dans un autre contexte produit. Et ça n'a pas été facile, mais ça m'a beaucoup aidé parce qu'au final, le métier du produit, c'est d'apprendre et de désapprendre tout le temps. En fait, on n'a jamais rien d'acquis, on a tout à découvrir et tout à remettre en question à chaque fois. Et c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, d'autant plus quand on a cette casquette expertise produit. Parce que tout le monde vous appelle dans la boîte pour vous dire j'ai une question produit, donc j'appelle le produit, j'appelle le product manager ou le head of product pour poser ma question. Donc voilà, et du coup, je suis passée Head of Product il y a à peu près un peu plus de 6 mois. Donc voilà, ça s'est fait un peu par une opportunité qui s'est présentée en interne. Alors, juste pour info, je vous le dis, parce que tout à l'heure, voilà, ça fait un peu écho sur les messages qui ont été portés par les intervenantes précédentes, mais en gros, un jour, j'ai dit à mon manager, moi, j'adore mon métier, je suis vraiment passionnée par le produit. J'aime ce que je fais, je trouve que tous les jours, on essaie de révolutionner ce qu'on fait, de s'améliorer, et j'adore cet état d'esprit. Et bon, bref, un jour en réunion, mon manager m'avait posé une question et je lui avais dit, écoute, moi, je ne me projette pas dans l'organisation parce qu'au-dessus de moi, il n'y a pas de femmes. Donc, en fait, là, je commence à atteindre un moment de réflexion. Et bon, bref, je l'ai dit parce que j'étais ouverte. Et 6 mois plus tard, on est venu me chercher pour le poste. Et je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché ou si c'était moi aussi peut-être une prise de conscience de mon souhait d'évoluer. Mais du coup, 6 mois après, j'ai eu cette opportunité et je suis devenue Head of Product. Donc, c'est quoi mon métier de Head of Product? En fait, ça reste inscrit dans le département produit. En fait, je suis manager de Product Manager. Donc, j'ai rechangé de produit. Je suis repassée côté Learning, le tout premier produit que j'avais eu au tout début quand je suis arrivée chez Talentsoft. Je gère 5 personnes dans l'équipe, 4 personnes qui sont product managers et une personne qui est product coordinator. C'est quelqu'un qui gère toute la communication autour du produit. Donc mon quotidien, c'est quoi? Au-delà du contexte Covid, c'est quand même beaucoup de réunions, mais au-delà juste des réunions, c'est quand même beaucoup de discussions. C'est-à-dire qu'en fait, le produit, il intervient partout. Il intervient du début jusqu'à la fin. Enfin, il touche de près ou de loin toute l'entreprise tech. C'est-à-dire du moment où on va le penser, du moment où on va essayer de le créer, jusqu'au moment où il est utilisé, et que du coup, on a des équipes qui vont faire toute la satisfaction client. On est un peu partout, on est tout le temps inclus dans beaucoup de conversations et du coup, mon calendrier, c'est plein de meetings et ma plus grande difficulté, mais c'est mon métier, c'est de choisir où est-ce que j'investis mon propre temps. Au même titre que le temps du produit, on doit réfléchir sur comment on investit notre temps de production pour certaines fonctionnalités, pour certains produits, parce qu'on ne peut pas tout faire et il faut trouver justement la meilleure valeur qu'on peut apporter à un produit qu'on décide de se lancer ou de l'améliorer. Donc c'est beaucoup de discussions. Par rapport au profil des personnes qui travaillent au produit aussi, parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions au-delà pour développeurs full stack, pour CSM. Au produit, il y a beaucoup de profils, c'est très varié. En gros, on a des profils aujourd'hui de personnes qui étaient développeurs qui sont devenus product manager, head of product. On a également des profils de personnes qui ont fait école de commerce comme moi, mais moi je considère plutôt que je viens du projet. En tout cas par mes anciens apprentissages, il y a des personnes qui ont été admin de systèmes d'information et qui sont capables aussi de passer côté produit. Puis tout simplement, je pense qu'en fait, c'est un métier qui est ouvert à tout type de profil. Il n'y a pas forcément d'école, même si maintenant il y a pas mal de formations, de choses qui se font très bien sur apprendre le métier de product manager, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était pas le cas. Et du coup, c'est assez ouvert. En fait, je dirais plutôt ce qui fait la capacité, en tout cas, de devenir product manager, head of product, c'est les soft skills. En gros, tout ce qui est hard skills, c'est-à-dire essayer d'apprendre comment, de l'architecture, de système, etc. Ce n'est pas ce que je fais, mais ça peut s'apprendre, ça peut se comprendre. La partie soft skills, c'est la façon de se comporter, c'est naturel à chacun, mais ça se travaille aussi. Et c'est assez essentiel quand même dans le métier de product manager, head of product, parce qu'en fait, notre métier, c'est quand même de mettre les gens autour de la table, de discuter, de comprendre
ce qui se passe, de comprendre véritablement sans refaire à chaque fois, mais d'être ultra efficace pour prendre les meilleures décisions. Et du coup, il y a une capacité d'écoute et d'analyse qui est assez importante, mais de vraiment pouvoir travailler avec tout le monde, je dirais. Donc, il faut être très ouvert d'esprit. Je dirais aussi l'humilité, parce que il y a cette capacité à se remettre en question, à apprendre, désapprendre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on devient qu'on a une expérience de product owner, on crée au fur et à mesure des fonctionnalités, on les améliore avec l'équipe, c'est génial. Et forcément, en fait, on est quand même ceux qui connaissons le mieux le produit parce qu'on y baigne tous les jours, on fait du test, on refait des maquettes, on explique les user stories aux devs, etc. Sauf qu'en fait, on est aussi les personnes les plus biaisées. C'est-à-dire qu'on connaît tellement bien notre produit qu'on a énormément de mal à prendre du recul et à se dire finalement, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça résout vraiment ce que je veux faire? Et donc, du coup, il y a plein de méthodologies pour UX, notamment pour aller chercher un peu plus de vérité, ou en tout cas de regard extérieur d'utilisateur pour comprendre véritablement et creuser chaque problème. Mais ça demande de l'humilité, parce qu'en fait, quand on est tous les jours en train de travailler sur le même produit, on est persuadé de tout connaître et on connaît beaucoup de choses, mais on est aussi biaisé. Et donc, il faut pouvoir se remettre en question pour se dire finalement, peut-être la première idée, c'était pas la bonne, il faut qu'on re-challenge et qu'on réessaye. Donc ça, c'est ultra important. Après, je parlerai certainement aussi de la capacité à être curieux, en fait, à aller chercher de l'information. C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'ai pas de background technique. Je n'ai jamais développé. Au mieux, je sais faire F12 et aller changer une couleur sur un écran, ce qui est déjà pas mal. Mais vraiment, voilà. Et donc, du coup, les développeurs, au début, moi, c'était un peu ma peur en devenant product manager, quand je devais écrire une story pour expliquer à des développeurs, voilà ce que doit faire le produit, comment ça doit fonctionner, etc. Il y a forcément une discussion, un échange. Et je me disais, je me souviens, j'ai toujours hyper appréhendé ces réunions. Puis en fait, au fur et à mesure, je me suis complètement détendue parce que je me suis dit, mais en fait, on n'est pas là pour se juger. En fait, on est là pour avancer ensemble et trouver la solution pour notre produit. En fait, je ne suis pas la seule à porter cette responsabilité-là. En fait, c'est toute l'équipe qui le fait. Et à partir du moment où j'ai passé ce mécanisme-là, en fait, la construction, la création qu'on a pu faire ensemble avec les équipes, elle était beaucoup plus riche parce que tout le monde pouvait s'exprimer et il n'y avait pas de jugement de valeur, de qui a raison, qui a tort. C'était on construit quelque chose ensemble et on se pose la question et on avance. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Je pense même dans ma progression tout court des différents métiers chez Talentsoft, en fait, à me dire, il faut accepter, on ne peut pas tout savoir. En fait, il faut juste essayer. Tant qu'on essaye, on apprend toujours, en fait. Et je pense que c'est un peu le retour que j'ai envie de vous dire, parce que voilà, parfois on est pris, et encore, ça m'arrivera certainement d'être dans des phases de doute parfois, mais de me dire, c'est pas grave, c'est bien de douter, c'est bien de se poser des questions tant qu'on n'est pas figé par le doute, en fait, tant qu'on avance. Donc voilà. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous raconter, en tout cas aujourd'hui. En tout cas, là, je suis arrivée au bout de mon petit discours. J'ai pas du tout regardé les questions, donc je vais faire un petit coup d'œil. Oui. En fait, j'ai noté quelques questions, j'ai vu tout à l'heure. Oui, la différence entre product manager, product owner, chef de produit. Il y a des anglicismes aussi, mais product manager, product owner, peut-être. C'est peut-être intéressant d'expliquer Ouais, c'est un grand discours, en fait, c'est un grand débat dans les équipes produits, mais ce qu'il faut, product owner, c'est un rôle déjà dans le framework Agile Scrum. Donc c'est la personne qui a la casquette de la valeur métier fonctionnelle et ensuite qui a un rôle dans cette équipe. Product manager, ça dépend des organisations, mais product manager, c'est quelqu'un qui fait pas forcément partie de cette équipe Agile en tant que tel, mais qui va aller chercher le besoin en amont, qui va faire beaucoup de discovery, ce qu'on appelle discovery, c'est-à-dire de recherche en amont des besoins, du pain produit, et la partie product owner, elle est vraiment plus basée sur la partie delivery, c'est-à-dire construction, en fait, mise en place de la solution. Et donc, en fait, selon les organisations, il y a des organisations où il y a les deux rôles, product owner, product manager. Chez nous, il y a un petit peu un flou, parce qu'en fait, on a des gens qui
qui ont le titre de product owner en interne, mais qui font les deux rôles en fait, c'est-à-dire ils sont à la fois product owner, ils font partie de la squad, donc ça veut dire ils rédigent les stories, ils gèrent le backlog, ils font du test, etc. Mais ils ont également un aspect product manager, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec plein d'équipes en interne pour aller comprendre, faire de la recherche UX, pour aller regarder, faire de la veille concurrentielle sur le marché pour voir, ok, que font nos concurrents, ce qui nous distingue, où est notre proposition de valeur, qui vont aller parler avec des sales, qui vont aller parler aussi avec justement des CSM. Donc en fait, j'utilise les deux termes, mais en fait, véritablement, en tout cas, chez Talentsoft, toutes les personnes qui travaillent au produit, en fait, sont des product managers, mais assument un rôle de product owner dans leur squad. C'est-à-dire, tout le monde a une squad avec des développeurs, un binôme, un quatuor de dev, un QA ou pas, des Scrum Masters ou pas parfois, mais du coup, voilà, c'est juste une histoire de rôle, en tout cas pour Product Owner dans un framework Agile, et Product Manager avec plus un aspect d'aller chercher en amont véritablement le pain produit sur la partie Discovery. D'accord. Ok, super. Il y a quelques termes techniques que tu utilises. Je sais pas, je ne connais pas le background de tout le monde, mais si vous ne connaissez pas les termes de Agile, Scrum, Framework, n'hésitez pas à poser la question dans le chat et comme ça Camille pourra peut-être répondre après. Après, si tout est clair, dans ce cas-là, c'est très bien. Voilà. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui a posé la question. Ah, ok. Alors je réponds vite fait, Ouais. si j'ai encore 2 petites minutes. Question, faut-il avoir des compétences en UX design, des compétences en matière de code ou plus? Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que même chaque product manager a ses qualités et ses zones de travail. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes seront plus à l'aise sur l'aspect design du produit, d'autres sur de l'aspect process, d'autres sur de l'aspect technique, par exemple pour les développeurs qui deviennent product managers, d'autres sur l'aspect KPI, aller chercher de la data, comprendre en fait comment est utilisé notre produit pour prendre des décisions. Donc en fait, c'est pas nécessairement obligatoire, je dirais, pour devenir product manager. C'est bien d'avoir ce type de connaissances, parce que ça fait partie du métier. Après, c'est pas nécessairement obligatoire pour le devenir. Donc je dirais, vraiment, pour moi, l'aspect clé pour devenir, pour s'épanouir et avoir le bon profil dans ce métier, c'est vraiment la curiosité. C'est vraiment essayer de comprendre que fait-on, pourquoi on le fait, et est-ce que ça répond vraiment au but qu'on se donne en fait. Et c'est difficile parce que souvent on est pris quand même dans un engrenage de feature team où on délivre à balle, mais en fait c'est pas ça notre métier. Notre métier c'est vraiment de se poser la question de ne pas tomber justement dans ce building trap de construire à tout va, mais de se dire au contraire, on va essayer de construire un produit qui va être maintenable dans le temps et qui apporte du sens et de la valeur pour les personnes qui vont l'utiliser. Et c'est vraiment, si on est drivé, je dirais, si on ressent à chaque fois, en tout cas, ces questionnements intérieurs, à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, c'est quelqu'un qui a un bon potentiel pour devenir product manager. Parce que c'est vraiment, les questions existentielles presque qu'on se pose tous les jours, et c'est dur parce qu'on ne trouve pas toujours la réponse, mais on doit continuer de chercher et d'essayer de trouver la réponse en tout cas. Ok. J'ai une question. Comment avez-vous fait pour switcher autant? Je sais pas. En fait, ça me fait beaucoup rire parce que je pense qu'en fait, moi, je viens d'un milieu où, voilà, en école de commerce, je me souviens, à l'époque, donc c'était il y a 10 ans, on nous disait, quand j'ai fait ma soutenance, il fallait faire 3 ans sur un poste pour que ça ait de la valeur sur son CV. Et puis, en gros, voilà, une fois qu'on avait choisi un poste, il fallait attendre. Et puis après, faire une mobilité. Enfin, moi perso, ça m'a toujours un peu... je me suis toujours sentie un peu engoncée dans ce genre de concept. Et en fait, j'ai autant switché, tout simplement parce que je pense qu'à chaque fois, j'ai eu des remises en question personnelles, en fait, de me poser la question de est-ce que je suis bien dans ce que je fais, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être, est-ce que je fais me convient, et en fait,
Au tout début de ma carrière, ça s'est manifesté par des changements d'entreprise et aujourd'hui, ça se manifeste plutôt par des évolutions de poste parce que ça fait quand même 4 ans maintenant que je suis chez Talentsoft, c'est mon expérience la plus longue. Mais du coup, ça s'est fait un peu par... En fait, je pense que oui, c'était même pas des opportunités parce que finalement, je pense qu'elles étaient là, mais elles sont présentes tout le temps, ces opportunités-là. Donc, c'est plutôt, je pense que c'est venu de moi, de mon envie de grandir, de voir autre chose, de découvrir d'autres environnements, d'autres secteurs aussi. Et je pense que ça va certainement continuer. Donc, donc voilà. Ok, super. Merci beaucoup Camille pour ton intervention. On a appris beaucoup de choses sur le métier de produit. Donc voilà, vous pouvez continuer à poser vos questions directement dans le chat ici à côté. Et maintenant, je vais passer la parole à un autre Camille, Tati Bouet, qui est là et qui est Enterprise Account Executive chez Job and Talent. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci Antoinette en tout cas de m'avoir invité à participer à cet événement. C'était super intéressant les autres interventions. Donc pour ma part, moi je suis effectivement commerciale chez Job and Talent. Là, le but, ça va être de passer rapidement sur mon parcours, pourquoi j'ai choisi de m'orienter dans la tech, quelles sont les possibilités et aussi les ouvertures de poches chez Job and Talent. Je vais vous partager mon écran. Oui, on voit bien. C'est bon? Ok, super. Yes. Sur les études, je vais faire rapidement parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de rentrer dans la tech, c'est assez divers. Pour ma part, moi, je suis passée par une école de commerce. J'ai choisi l'école de commerce tout simplement parce que c'est vrai qu'à la sortie du bac, je n'avais pas forcément d'idée sur quoi j'allais m'orienter. L'avantage d'une école de commerce, c'est que ça ne ferme pas de porte. Donc, c'était vraiment pour garder toutes les options sur la table que j'ai fait donc ce parcours-là. L'avantage d'une école de commerce, c'est forcément qu'on peut s'orienter au fur et à mesure de ses études, que ça permet aussi d'améliorer dans tout ce qui est niveau en langue. Moi, j'ai eu l'occasion de partir en Irlande, au Mexique. Donc, ça a vraiment été des super expériences. Ça m'a fait grandir, ça m'a permis d'améliorer en anglais et en espagnol. Et effectivement, le seul point négatif que je verrais aux écoles de commerce, c'est bien sûr le coût de la scolarité, qui est quand même assez important. Durant mon parcours, moi, au début, je souhaitais m'orienter en finance, donc j'ai commencé par faire des stages en finance chez HSBC et après chez Mage, donc la boîte de prêt-à-porter qui fait partie du groupe SMCP. Je me suis rendu compte qu'au final, ça me correspondait pas forcément. Et donc, j'ai finalement décidé de choisir la spécialisation Supply Chain Management parce que je souhaitais m'orienter vers un poste d'acheteuse. Donc, concernant mon parcours, j'ai commencé mon parcours dans la société où j'avais fait mon stage de fin d'études. Donc, c'était une petite société. On était vraiment au maximum une quinzaine. Donc, c'était vraiment une petite structure qui était une société de procurement, donc achat et revente de matériel. Donc, moi, j'étais ce qu'on appelle chargée d'affaires. Donc, j'avais des grands comptes pétroliers, comme par exemple Total, Schlumberger, pour lesquels je répondais à des appels d'offres. On était en concurrence. Donc, mon but, c'était de négocier avec nos fournisseurs donc, les meilleurs tarifs et les meilleurs produits pour pouvoir remporter ces différents appels d'offres. Ça a été une super expérience dans le sens où, forcément, comme c'était une très petite structure, dès que je suis arrivée en tant que stage, j'ai eu des très grosses responsabilités. Ça m'a permis aussi d'accéder directement à des fonctions de management parce que dès le début, je gérais donc l'intégralité des stagiaires donc, qui faisaient partie de la société. Ça m'a permis d'encore plus améliorer mon niveau en langue parce qu'on travaillait quasiment exclusivement en anglais. Après, les désavantages, c'était, encore une fois, comme c'est une petite structure, on avait quand même des charges de travail qui étaient très importantes. La structure IT était vraiment pas très bien organisée. Il y avait encore beaucoup de fonctionnement au niveau du papier. On devait imprimer tous les appels d'offres. Il n'y avait pas grand-chose qui était enregistré. Donc, il y avait aussi, bien sûr, quelques aspects négatifs. Dans la pratique, cet environnement pétrolier, on était en pleine crise pétrolière. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'évolution. Il y avait des commerciaux dans ma société qui étaient uniquement des hommes
et j'ai un peu fait face à un plafond dans le sens où c'était uniquement des hommes qui pouvaient accéder à ces postes de commerciaux parce qu'ils considéraient qu'une femme qui voyageait en Afrique, c'était pas conseillé. Sachant que moi-même, je suis à moitié ivoirienne, je trouvais ça un petit peu ironique. Et donc, c'est vrai que j'ai décidé de m'orienter vers les métiers de la tech parce que je savais qu'ils embauchaient massivement, qu'il y avait beaucoup plus de possibilités d'évolution, qu'il y avait un management qui était beaucoup plus horizontal. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu d'orientation et donc de rejoindre en premier lieu une société qui s'appelle Diploméo, qui est donc un site internet où je suis rentrée en tant que commerciale. Donc, quand je suis arrivée chez Diploméo, concrètement, je n'avais jamais vraiment eu une fonction de prospection avant. Donc, c'était vraiment une première entrée en la matière. L'avantage de ce type de structure, c'est qu'ils acceptent des débutants. Donc, tout le monde a sa chance. Il n'y a pas forcément de parcours type. Donc, on peut venir de n'importe quel milieu, avoir eu n'importe quel parcours, n'importe quelle expérience. L'important, c'est la motivation qu'on apporte et l'implication qu'on apporte, bien sûr, dans la société. Après, c'est vrai que pour les commerciaux, il y a différents types. Donc, sur la partie prospection, faut bien sûr savoir que c'est quand même assez exigeant. Ça demande donc des talents d'oration, pardon. Ça demande aussi beaucoup de talents de négociation. Ça demande d'être vraiment persévérant, parce que forcément, quand on arrive et qu'on n'a jamais fait de prospection, c'est pas toujours facile. Voilà, donc on va... Pour vous parler concrètement, donc moi j'étais en charge de créer des partenariats B2B pour ce site web. Donc c'est un moteur de recherche de formation donc une personne va rechercher par exemple un BTS commerce, atterrir donc sur ce site, faire ses recherches en fonction de ses critères et laisser ses coordonnées. Concrètement, moi, ce que j'exploitais, c'était la base de données. Cette base de données avec des coordonnées d'étudiants qui recherchaient des formations précises. Donc, moi, j'ai exploité cette base de données dans le sens où j'allais voir donc, des écoles pour créer des partenariats pour exploiter cette base de données. Donc, c'est-à-dire leur proposer à la fois que ces étudiants soient contactés par notre centre d'appel pour pouvoir être mis en relation avec des écoles, faire des actions de visibilité aussi sur notre site web, donc le fait d'être référencé, le fait d'apparaître en premier sur notre moteur de recherche. Donc ça a été une première expérience super intéressante. J'ai appris beaucoup de choses un peu sur le tas, disons, en formant aussi un peu par moi-même, mais ça a été vraiment une expérience qui m'a bien permis de pouvoir explorer tous les aspects du commercial, dans le sens où je gérais à la fois la prospection, mais aussi la gestion du compte, donc la gestion de projet, et aussi je faisais donc de l'account management vraiment sur ces comptes que j'avais signés. Ça m'a permis aussi de pouvoir développer des choses que je n'avais jamais faites aussi auparavant. Donc, par exemple, la création d'événements. J'ai par exemple lancé ce qu'on appelait un Tour de France, où on crée des événements dans différentes villes pour aller à la rencontre de nos prospects, pouvoir avoir un peu plus de représentation, disons. Après, les désavantages forcément de ce type de structure un peu start-up, qui était quand même assez jeune, c'est que forcément, il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre par moi-même. Je n'avais pas énormément de suivi en termes d'objectifs, c'est-à-dire que j'avais un peu mes objectifs annuels et après, c'était vraiment à moi de m'organiser pour me structurer, pour parvenir à ces objectifs. Mais ça peut parfois faire défaut dans le sens où, à partir d'un certain stade d'évolution, on a quand même besoin d'avoir certains leviers pour pouvoir encore plus évoluer. C'est pourquoi après j'ai rejoint une autre société donc, qui est cette fois-ci dans la FinTech, donc, qui s'appelle Imprima. Donc Imprima, c'est une solution SaaS dans la FinTech et donc qui propose ce qu'on appelle une Virtual Data Room. Donc qu'est-ce qu'une Virtual Data Room? Concrètement, quand on fait des opérations de fusion-acquisition, on a besoin d'avoir une plateforme sécurisée d'échange de données. Donc, c'est ce que commercialisait donc, ma société. Donc, c'est une plateforme d'échange de données confidentielles avec tout un service qui est lié derrière parce que, bien sûr, c'est des documents qui sont très sécurisés. Donc, il faut gérer les accès, il faut gérer l'organisation des différents dossiers. Donc, il y avait effectivement toute une partie service qui était impliquée en plus de l'hébergement de ces données et de leur sécurisation.
Donc cette fois-ci, l'expérience est un peu différente parce qu'avant, sur un site web, on était plutôt sur un aspect marketing. Donc là, je suis vraiment entrée dans le détail de ce qu'était une solution SaaS. Donc ça a été une expérience super intéressante. Donc c'était pas une start-up, c'était une boîte qui est quand même assez ancienne, qui a déjà une bonne vingtaine d'années. Donc ça m'a permis d'avoir effectivement un peu plus de structure dans ma manière d'approcher les choses. Donc, encore une fois, j'étais commerciale dans cette société. Mon but, c'était de me faire représenter aux différentes, ce qu'on appelle boutiques, c'est-à-dire donc les banques qui sont responsables de ces opérations de fusion-acquisition, mais aussi au niveau des grandes entreprises, donc par exemple du CAC 40, d'être également représentée auprès d'eux pour qu'ils puissent nous solliciter pour leurs différentes opérations. Ça m'a aussi permis, encore une fois, de pouvoir développer certains nouveaux aspects, donc dans le sens où je faisais bien sûr beaucoup de meetings clients dans mon ancienne société, mais là, c'est quelque chose qui était vraiment accru, dans le sens où on organisait beaucoup d'événements. Il y avait beaucoup de choses un peu différentes de ce que j'avais eu l'habitude de faire. Donc, par exemple, le fait d'amener des clients ou des prospects voir un match de foot au Parc des Princes, les inviter dans un restaurant sur les Champs-Élysées. Donc, c'était des choses assez différentes. Ça a été très intéressant. Ça m'a permis d'avoir aussi une approche beaucoup plus senior dans ma manière de prospecter, dans ma manière d'être commerciale. Donc, c'était très, très intéressant. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant aussi. Le fait que c'était une société qui était anglaise m'a permis de pouvoir maintenir mon niveau en langue, donc, parce que je travaillais forcément avec mes différentes équipes en anglais. Ça m'a permis aussi de bien pouvoir développer mon réseau. La seule chose que je dirais, c'est juste que le contexte a fait que avec la crise de la Covid, pardon, il y a forcément eu une baisse des activités de fusion-acquisition, ce qui a fait que j'avais du mal à me voir évoluer sur les prochains mois, années dans cette société, dans le sens où on était plutôt sur une réduction du volume d'affaires, malheureusement, dû à la conjoncture. Et donc, j'ai ensuite rejoint Job & Talent en avril. Donc, qu'est-ce que Job & Talent? Donc, Job & Talent, c'est une agence digitale d'intérim. C'est vrai, quand on parle d'intérim, on pense à des grosses sociétés comme Adecco, comme AdPower, comme Randstad. Et effectivement, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché pour pouvoir bouleverser un peu tout ça. Dans le sens où, par exemple, si on pense un peu à l'ancienne époque, donc une personne a passé un coup de téléphone pour demander un intérimaire, après elle devait tout remplir en papier, rescanner les documents, pareil pour signer les contrats. Le but de Job & Talent, c'est de digitaliser le marché de l'intérim sur les tâches à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches qui sont chronophages et qui n'apportent rien en termes de valeur ajoutée. Donc ça, c'est des choses qu'on digitalise, c'est-à-dire tout ce qui va être les demandes d'intérimaires, les signatures des contrats, la gestion des documents. Donc ça, c'est des choses qu'on propose grâce à notre technologie. Donc nous, on se considère ce qu'on appelle une WAAS, c'est Worker as a Service, parce qu'on ne propose pas uniquement une plateforme, on propose bien sûr des intérimaires. Donc, ma société était initialement un job board qui a été créé il y a une quinzaine d'années en Espagne. Et nos deux fondateurs ont décidé donc de spécialiser sur l'intérim digital il y a 5 ans. En plus de la France, où on est présent depuis 2019, et de l'Espagne, donc qui est notre pays d'origine, on est aussi présent en Europe, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, et depuis ce début d'année au Portugal. Et via notre origine espagnole, on est du coup aussi implanté en Amérique latine, au Mexique et en Colombie. Donc on a des revenus qui sont très importants. On a réalisé des très grosses levées de fonds, dont la dernière qu'on vient de finaliser de 88 millions d'euros, qui va nous permettre de pouvoir poursuivre notre expansion dans des nouveaux pays. Donc, c'est-à-dire que, en plus du Portugal, il y a d'autres pays qui sont en projet d'ouverture, de pouvoir continuer notre politique de croissance externe, c'est-à-dire que quand on s'implante dans un pays, on rachète des agences un peu plus locales pour pouvoir bénéficier de leur vivier, aussi de l'expérience des équipes, et tout en les intégrant dans nos process et dans notre optique de digitalisation.
Et enfin, le dernier axe, pouvoir toujours continuer à investir en recherche et développement pour pouvoir vraiment proposer l'outil le plus abouti du marché en termes de technologie. Parce qu'on est digital dans plusieurs sens. On est digital dans le sens où nos processus sont dématérialisés, mais on est aussi digital dans le sens où on recrute de manière digitale. C'est-à-dire qu'on a des équipes marketing qui vont lancer des campagnes pour pouvoir se créer des viviers, ce qui nous permet de ne pas avoir de limitation géographique dans la manière dont on va recruter. Donc, on est digital pour nos travailleurs qui ont accès à une application mobile. Donc, on va par exemple les recruter en envoyant des publicités sur Facebook qui sont ciblées en fonction de nos critères. Après, ils auront donc accès à notre application mobile. On est digital dans le sens où nos recruteurs ont accès aussi à une interface. Cette interface leur permet de gérer le vivier de candidats, de réaliser des actions sur ces candidats, de bénéficier donc de notre algorithme de matching entre les compétences d'un candidat et les missions proposées par notre client. Et enfin, on est digital du côté de nos entreprises, donc de nos clients, où on leur propose une interface client où ils ont accès à tous les indicateurs clés sur les intérimaires, où ils peuvent faire tout ce qui est demande de mise à disposition, ils peuvent rentrer les heures, ils ont accès aux documents. Donc concrètement sur Job and Talent, on a un peu le meilleur des deux mondes dans le sens où c'est un groupe, c'est la structure d'un groupe. On est quasiment 800 on n'est pas quasiment 800 collaborateurs à travers le monde désormais, donc dans les 8 pays, mais qui reste avec un environnement quand même start-up, donc avec une ambiance start-up, parce qu'en France on est quand même assez récent. On a 2 ans d'existence. Donc j'ai rejoint la société en avril, donc on était les Enterprise Account Executive, on était les 4 premiers commerciaux seniors de Job and Talent France. Donc on est une équipe qui est en train de grandir très rapidement. On a déjà doublé d'effectifs en 1 an, donc effectivement les chiffres sont encore amenés à doubler cette année en termes de recrutement. L'avantage d'arriver aussitôt dans une société, c'est bien sûr les responsabilités qui nous incombent. Donc on nous a fait confiance très rapidement sur nos postes. C'est d'avoir aussi des processus qui sont quand même structurés parce que ça vient d'un groupe et on a ce qu'on appelle un playbook pour chacun des pays pour pouvoir le mettre en place. Donc, on a quand même la structure d'un groupe malgré le fait qu'on soit jeune en France et beaucoup de formation et d'accompagnement. Quand j'ai commencé chez Job and Talent, on était en plein premier confinement. Donc, j'ai commencé à distance, mais Job and Talent avait tout organisé pour qu'on puisse avoir toutes nos formations en ligne organisées avec les différents commerciaux qui commençaient donc sur cette même semaine, donc avec un système de cours en ligne. Donc effectivement, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'accompagnement, ce qui nous permet encore plus de pouvoir progresser dans notre manière, bien sûr, d'être des commerciaux. Il y a bien sûr aussi l'aspect international via le fait qu'on est implanté dans 8 pays et que quand on négocie des accords, ça peut être des accords qui se négocient au niveau européen, par exemple. Je mets ça comme un inconvénient, donc ça dépend de la persistance, disons, des candidats. Mais c'est vrai qu'on est une société qui est bien sûr très exigeante. Il faut beaucoup de capacité d'adaptation parce qu'on a un groupe qui évolue vite. Donc, il faut pouvoir bien sûr suivre le rythme et être à la fois très polyvalent dans les fonctions, dans le sens où il y a à la fois de la gestion de projet, il y a de la gestion de compte, il y a de la prospection, un peu de management également. Donc, il faut être assez polyvalent dans sa manière de travailler. Donc, en ce qui concerne l'environnement de Job and Talent, comme je vous disais, on est vraiment en train de créer pas mal de postes dans la société. C'est un secteur qui est porteur, il y a beaucoup d'innovations encore à faire, il y a un management qui est horizontal. Par exemple, moi, je réponds directement à Antoine Delon, mon directeur France. Donc, effectivement, il y a pas mal de possibilités de ce côté-là. Pour entrer un peu plus dans le détail de mes missions, ce que vous voyez ici, c'est un peu le cycle de vie, le cycle de vie d'un commercial, disons, le cycle de vente, pardon. Donc, on a la première partie où on va donc créer la stratégie par rapport aux différents comptes. Donc, chez Job and Talent, nous, par exemple, on a une orientation plutôt sur des grands comptes parce qu'on marche forcément moins. Mais on se base donc sur le volume. Donc, on a une stratégie grand compte et on a une stratégie sur des métiers
pas ou peu qualifiés, donc plutôt sur des métiers ouvriers. Donc forcément, on va s'intéresser à des secteurs en particulier, donc notamment tout ce qui va être la logistique, le secteur industriel, donc la pharmaceutique, l'agroalimentaire, donc les grands fabricants automobiles également. Donc il va y avoir toute une stratégie en termes de comptes donc, qui vont être prospectés. Par la suite, on travaille donc en binôme avec ce qu'on appelle des SDR, donc c'est des Sales Development Representatives. Donc les SDR, leur rôle, ça va être de mapper donc les comptes avec lesquels on a établi ensemble la stratégie, de pouvoir donc sourcer ces comptes, donc identifier quelles sont les personnes clés à contacter, donc quels sont les décisionnaires par rapport à notre société, de pouvoir donc avoir une prospection très efficace donc, sur ces comptes pour pouvoir trouver rapidement les décisionnaires, pour pouvoir donc leur pitcher la boîte et pouvoir donc par la suite les convaincre de faire donc des meetings avec nous. Donc par la suite, une fois que le SDR a réussi à donc qualifier le compte, c'est-à-dire déterminer par exemple quel est le volume d'affaires, si ça pourrait être intéressant pour nous en termes de profil, de poste, est-ce qu'il y a des possibilités avec qui ils travaillent déjà et qu'ils ont pu nous qualifier un meeting. Donc à partir de là, les account exécutifs reprennent la main. Et donc nous, notre but, ça va être donc via ces meetings de pouvoir donc convaincre l'interlocuteur de pouvoir effectuer un test avec nous, ou par exemple de nous intégrer dans son appel d'offres, de pouvoir par la suite donc mener à bien ces pilotes, remporter donc des appels d'offres pour se faire référencer, manager son pipe, donc bien sûr signer ses deals. Et enfin la dernière partie, client activation et upselling. Donc sur la partie client activation, donc c'est bien les account exécutives qui sont en charge d'activer les clients. La grosse différence avec les solutions SaaS classiques, c'est que sur une solution SaaS classique, quand on a signé le deal, on passe ça en général au Customer Success Manager et c'est donc après à lui de gérer le compte. La différence ici, c'est que on a beau avoir signé un deal et s'être mis d'accord sur ce qu'on appelle donc des coefficients, c'est-à-dire que pour un salaire, pour un intérimaire, on va appliquer un coefficient par rapport à son salaire de base et c'est ce qu'on va facturer à l'entreprise. On a beau avoir convenu des conditions, il faut ensuite convaincre les différents sites de pouvoir travailler avec nous. Donc, par exemple, on travaille avec Amazon, donc il faut quand même aussi aller convaincre les différents entrepôts d'Amazon de bien passer par nous pour leur faire une demande, parce que bien sûr, ils travaillent avec d'autres agences. Donc, il y a un gros enjeu sur le terrain, sur la présence sur le terrain pour pouvoir être sur les différents entrepôts majoritaires en termes de demande. Et ensuite, donc sur la partie upselling et cross-selling, ça rentre aussi dans cette optique de pouvoir obtenir le plus de parts de marché possible sur chacun de ses clients. Donc, les accounts exécutifs gardent le compte pendant 1 an avant de donc, le transmettre à un key account manager, donc qui va donc ensuite reprendre la main pour pouvoir encore continuer de développer le compte après cette première année de partenariat. Donc, concernant les recrutements, donc, ce que vous voyez ici, c'est les différents postes qui sont ouverts pour la France. Donc, on recrute encore des account exécutifs pour pouvoir nous accompagner donc, dans cette croissance exponentielle qu'on souhaite poursuivre sur la France. Comme je vous ai expliqué le poste, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je vais vous mettre par la suite les coordonnées donc, de notre responsable ressources humaines. On recrute également donc, en ressources humaines parce que, comme je vous disais, les équipes grossissent et on a pour l'instant une seule personne en ressources humaines en France, bien qu'elle ait le backup de notre siège. Et donc, on a besoin de pouvoir grossir les équipes recrutement. Donc, on recrute une personne donc, qui sera directement liée, qui travaillera directement avec notre responsable ressources humaines. Donc, qui va nous permettre de nous accompagner donc, dans cette croissance donc, pour pouvoir recruter les équipes en interne. On va ensuite recruter un deuxième profil, donc qui sera le trainee recruteur. Et on va recruter encore, on a un poste ouvert aussi de recruteur. Donc cette fois-ci, le poste de recruteur, donc ce ne sera pas pour des besoins en interne, c'est pour nos besoins en intérimaire. Donc on a des recruteurs qui vont qualifier donc les intérimaires qu'on va envoyer en mission chez nos clients. Donc on a bien sûr aussi besoin de ce type de profil. Et enfin, au niveau des opérations, on a aussi le recrutement d'un project manager ainsi que d'un service manager.
Donc, n'hésitez pas. Je vais vous mettre par la suite les coordonnées. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais on a aussi des postes qui sont ouverts à l'étranger. Je vais juste regarder les commentaires pour savoir si ça peut intéresser quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est intéressé par des postes à l'étranger? Je sais pas, mais je sais pas s'il y a un lien vers la page avec les postes à pouvoir, peut-être à partager. Alors, j'ai pas de lien, mais je peux te le transmettre par la suite si tu pourras transmettre l'information. Ouais. Alors, donc je passe juste rapidement au cas où que ça puisse intéresser des personnes. Donc, au niveau du siège à Madrid, on a aussi pas mal de postes qui sont ouverts, donc en marketing, en ressources humaines, en produits, juridiques, M&A, finance. Donc, voilà, n'hésitez pas à postuler. Donc, toujours en Espagne, on recrute aussi des commerciaux sur l'équipe contrat, sur l'équipe service. Au Royaume-Uni également, donc on a pas mal de postes ouverts donc, sur toutes les différentes branches, donc que ce soit du côté commercial, du côté opération, du côté ressources humaines, finance, service client, contrat. En Allemagne aussi, on recrute donc du côté commercial, service, contrat, ressources humaines, opération. Et au Mexique et en Colombie, on recrute toujours donc, des commerciaux sur la partie opération, sur la partie contrat, ressources humaines et autres. Au Portugal, on recrute surtout des commerciaux et sur la partie service. Pour la Suède, des commerciaux et partie ressources humaines et finances. Donc voilà, sur cette partie-là, je vous mets juste ici les coordonnées de notre responsable ressources humaines. Je vais vous les mettre aussi en commentaire. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Je suis en train de regarder en même temps. En tout cas, moi, je trouvais ça très bien, très complet. Je suis contente de l'avoir enregistré parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Donc, je pense que ça vaut le coup de revoir. Surtout, j'ai bien aimé le processus, le cycle en fait de vente ou en tout cas ce que ça représente chez Job and Talent. Alors, on me demande pour l'email de Pamela, je l'ai mis juste au-dessus, Corinne Albert. Je vous le remets. Alors, concernant la question de Gaëlle pour le Project Management Operation, le plus simple, ce sera que vous preniez contact avec Pamela pour qu'elle vous donne tous les détails parce que, parce que je ne suis pas sûre, parce que je sais qu'on recrute beaucoup. Moi, je suis plutôt au fait sur les postes commerciaux. Il me semble que ça va être une personne qui va vraiment être en charge de gérer donc, toute cette partie donc, processus. Alors, je repasse juste dessus. Oui, donc c'est vraiment donc, la compréhension et l'analyse des processus opérationnels pour pouvoir trouver des pistes d'amélioration. On a un grand défi aussi chez Job and Talent, c'est l'exigence de nos clients. On a des clients qui sont très exigeants en termes de KPI, donc Key Performance Indicators, donc les exigences clients font qu'on est obligé d'avoir, comme on est une entreprise de données, on analyse ces données. Donc le but de cette personne, ce sera vraiment d'analyser les données, de trouver des axes d'amélioration et de déclencher des processus pour pouvoir vraiment améliorer le service proposé par Job and Talent à ses clients.
Donc, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel parce que nos clients sont très exigeants et en découlent les accords par la suite. Donc, quand on négocie des accords cadres, on a des engagements en termes de performance et de qualité. Donc, c'est très important de pouvoir les suivre et de pouvoir, bien sûr, les maintenir à niveau. Ok, super. Bon, il reste encore quelques minutes. En tout cas, je voudrais te remercier, Camille. Merci beaucoup pour ton intervention, très très complet. Enfin, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser vos questions à toutes les intervenantes qui sont encore là. Donc, je vous laisse le temps d'écrire encore un petit peu. On arrive à la fin de cet événement. Donc, j'espère que ça a été utile, que vous avez appris plein de choses sur les différents métiers qui ont été présentés par les femmes exceptionnelles. J'ai eu la question déjà sur le replay qui vous sera envoyé soit demain ou dans les prochains jours. Comme ça, vous pouvez revoir les interventions. Et voilà. Enfin, merci beaucoup et vous pouvez encore rester un tout petit peu si vous avez encore échanger des informations ou poser des questions. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt. Alors, mon nom, c'est Camille Tatiboite. Je vous le remets juste ici. Et oui, du coup, Antoine, pour te dire encore merci pour avoir organisé cet événement. Je trouve que c'est vraiment une super initiative de ta part et merci les filles, c'était très intéressant aussi vos interventions. C'est vrai qu'on a un peu le nez dedans. Moi, sur la partie commerciale, on n'a pas forcément le point de vue d'autres personnes, donc c'était super intéressant de voir ça également.
Bon, je pense qu'on a dû répondre à la plupart des questions. Oui. Ouais, c'est parfait. Je vais arrêter l'enregistrement en tout cas. Donc, et je vais couper. Bon, bah merci et bonne soirée Merci à à tout le toi. monde. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir.